9h21, nous retrouvons maintenant sur le plateau de Direct Investisseur Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Anne-Laure. Alors vous commentez ce matin le parcours boursier de Eneo et ses perspectives de valorisation. Exactement, Eneo qui publie aujourd'hui son rapport annuel 2018 puisqu'elle est en décalage, elle clôture au 31 mars, donc c'est son exercice 2018 qu'elle clôture. Et donc ça va être après bourse, on attend évidemment beaucoup d'informations. Toujours est-il que d'un point de vue fondamental, on a quelques informations pour essayer de dégager des pistes d'investissement. On sait que 2017 a été une mauvaise année au niveau de la récolte mondiale, moins 9%. 30 secondes, Louis-Antoine, on peut peut-être dire ce que fait Eneo. Ah oui, pardon, évidemment. Je n'ai pas fait d'ailleurs. Évidemment, bien sûr. Eneo, c'est une PME française qui est spécialisée dans ce qu'on appelle l'élevage et le bouchage. C'est-à-dire qu'en gros, elle accompagne les producteurs de vin dans la sélection de leur cépage, de leurs vignes. Et à côté, elle a une autre activité qui est liée à l'embouchage de bouteilles. Et donc, très simplement, elle essaye d'avoir en amont des forêts pour pouvoir exploiter le bois et ensuite le transformer en bouchon et donc boucher les bouteilles. C'est donc sa deuxième activité. Le chiffre d'affaires est réparti un peu plus, on est sur du à peu près 55-60% pour l'activité bouchage et 40% pour l'activité élevage. Donc ça, voilà, c'est du service quand même. C'est de l'industrie. Alors moi, je le rapporte plutôt à l'industrie en fait. La façon dont je l'ai analysé et la façon dont je dirais j'ai compris les marges opérationnelles et mes perspectives de valorisation sont plutôt rapprochées d'une entreprise industrielle qu'une entreprise de service. Alors donc, j'arrête de vous. Je vous en prie, je reprends. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que 2017 est une mauvaise année concernant la récolte mondiale de vin, qu'on annonce en recul de moins 9%, et donc par ricochet, l'effet se fera sentir sur 2018 pour Eneo. Ceci étant, la consommation de vin se stabilise et on assiste à l'augmentation des échanges internationaux dans le monde, plus 4% en volume et plus 1% en valeur. Rappelons que la France est le premier pays exportateur devant l'Italie et l'Espagne. Et enfin, on comprendra, en regardant l'évolution du compte de résultat de Eneo, eh bien que le chiffre d'affaires est en croissance régulière depuis 6 exercices et que la marge d'exploitation, qui est donc la petite ligne en jaune que vous voyez ici, est régulièrement comprise entre 15 et 20%, ce qui ne cesse de s'accroître. Et ne cesse de... Alors, sachant que 2019 et 2020 sont des prévisions, et je vous expliquerai après qu'effectivement, bon, peut-être que ça c'est le consensus, hein, que le consensus des analystes, eh bien peut-être va chercher un peu haut, je dirais cette marge d'exploitation. Toujours est-il que, donc ces marges d'exploitation sont stables entre 14 et 18%, et ce qui est particulier sur Eneo, c'est qu'il faut faire très attention au news flow, au momentum, parce qu'effectivement c'est une société qui réalise beaucoup d'opérations de croissance externe ou de cession. 29 mai 2018, donc elle a acquis les établissements Sensi, dont le chiffre d'affaires 2017 est estimé à peu près à 5 millions d'euros, et ça lui permet de se renforcer en amont sur la filière bois, puisque désormais forestière. Exactement, l'exploitation forestière, puisque désormais on dit que 80% du bois qui est travaillé, qui est industrialisé par Eneo, provient de ces exploitations. Donc elle sécurise ses exploitations, c'est sa matière première en amont, et c'est plutôt stratégiquement assez pertinent. Je croyais qu'elle fabriquait des tonneaux, elle fabrique. Ah non, elle fabrique les bouchons. Donc c'est des forêts de chênes. C'est des forêts de chênes, des forêts de hêtres et des forêts de liège, oui, exactement. C'est pas des forêts de plastique en l'occurrence. Bon, toujours est-il que, et en parallèle de ça, donc on apprenait dans la lecture du communiqué de mai dernier qu'un processus de cession était engagé pour une partie des activités bouchage que la société estime ne pas être suffisamment, je dirais, porteur et pourvoyeur de marge brute. Alors il parle de marge brute, mais on peut aussi, de toute façon, si on tire le raisonnement, de parler de marge d'exploitation. Donc je dirais que conjoncturellement, aujourd'hui, le marché du vin va souffrir. Les sociétés qui sont positionnées sur ce marché vont souffrir du fait que qu'il y a eu une mauvaise récolte en 2017. Ceci étant, on va faire très attention à l'évolution, je dirais, du groupe, à l'évolution du groupe Eneo pour savoir dans quelle mesure, eh bien, elle va pouvoir dégager du chiffre d'affaires et surtout dégager des marges d'exploitation. Puisqu'en fait, c'est ce qu'on voit. Donc ça, c'est le graphique arrêté hier, donc le cours à 10,66. Ce qu'on voit très rapidement, un parcours boursier sur 2 ans, plus 35,80, sur un an 10,47. Depuis le 1er janvier 4% et sur un mois 7,68%. Donc ce qu'on peut se dire, c'est est-ce qu'il y a encore de la place sur le titre? Et ce que je dirais, c'est qu'en valorisant par deux méthodes, un classique, les multiples et le DCF, eh bien, écoutez, j'arrive à une conclusion qui me fait dire que le titre est peut-être
bien valorisé et qu'aujourd'hui, en l'absence de catalyseurs, je dirais fondamentaux, donc en l'absence de d'un news flow positif, eh bien peut-être que le cours à 10,79 eh bien peut marquer une limite haute. Ceci étant, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter, et c'était ça que j'avais en tête, c'est-à-dire que quand on regarde les DCF, je suis à 9,71. Si on regarde 9,71, ça correspond plus ou moins à 9,59 à un overlap dans cette zone de repli qui est ici, ce rectangle bleu. Donc très clairement, je crois qu'il ne faudrait pas paniquer à l'idée que le cours puisse revenir sur des niveaux à 9,71, 10 euros, en attendant justement de voir quelle va être l'évolution de la stratégie du groupe et voir comment les dirigeants vont réussir à dégager de la marge opérationnelle. Donc très simplement, sur une multiple, par les paires, je suis à 10,79, VE sur EBITDA 9,39, ce qui me fait une moyenne à 10,09. Quand on regarde le pair à 10,79, eh bien on voit là 10,80. Donc on a très clairement un point fondamental et un point technique qui se rejoignent. Donc pour moi, ça a énormément de sens. C'est une résistance extrêmement solide. Et par les DCF, donc 9,79, mes hypothèses de travail, donc je suis sur 10 exercices. Je vous prends une croissance moyenne du chiffre d'affaires, pas la première année, puisque donc en fonction de cette note conjoncturelle de 20 qui a priori ne devrait pas être bonne, j'ai laissé un chiffre d'affaires à plus ou moins 4% en croissance pour l'exercice 2019 et après je le tire à 9%. La marge opérationnelle, je l'ai calculée dans une fourchette comprise entre 14,2% et 19,8%. Je ne vais pas au-delà de 20 parce que j'ai pas foncièrement, j'ai pas fondamentalement de matière pour pouvoir aller plus haut. J'aimerais bien, mais je n'ai pas trouvé. Le coût du capital calculé à 6,20, bêta retenu de 0,74 et enfin une prime de risque calculée sur 115 entreprises composant le SBF 120 de 7,27. Donc ça sont mes hypothèses. Donc très clairement, aujourd'hui on voit que le cours travaille au-dessus de ses moyennes mobiles, qu'elles soient court, moyen, long terme. Donc c'est plutôt intéressant. On voit que la moyenne mobile court terme en bleu est passée au-dessus de sa moyen terme et à long terme. Donc on est dans une dynamique haussière aujourd'hui, mais très rapidement, donc je vous dis, il est possible que le cours aille chercher d'abord un premier niveau de support à 10,50 voire 10,34 et 10,04 qui correspondent peu ou prou à mes 10,09, à mes 9,39 et à mes 9,71. Alors donc si je comprends bien, le cours est à son juste niveau aujourd'hui, donc trop élevé pour rentrer à l'achat. Et si on en a en portefeuille? Alors si on en a en portefeuille et ou qu'on veut rentrer à l'achat, je crois qu'il faut, si on en a en portefeuille, il ne faut pas paniquer, c'est-à-dire que 2018, ce ne sera pas un bon exercice, ce ne sera pas un meilleur exercice que 2019, ce ne sera pas un aussi bon exercice que 2018. 2018 prend 12% de chiffre d'affaires de croissance, 11,5 ou 11,6 je crois à périmètre constant, donc c'est beaucoup, c'est très bien, c'est plus que mes 9% de moyenne. Par contre, meilleures années. C'est une des meilleures années. Seulement, avec cette note, avec cet impact conjoncturel, le chiffre d'affaires ne devrait pas croître foncièrement. Donc, ça se répercutera sur le cours de bourse. Mais par contre, 2020, 2021, les exercices qui vont suivre seront bons. C'est une PME qui a des fondamentaux extrêmement solides. On fera attention à sa capacité d'endettement. Aujourd'hui, elle tourne à peu près 50% de dette rapportée à ses capitaux propres. Ça peut être important, mais donc, comme je vous disais en introduction, pour moi, c'est une société industrielle qui a besoin d'investir et donc un niveau d'endettement de 50%, quand son marché est à 54, on voit que c'est plutôt correct et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Donc potentiellement le cours peut s'essouffler un peu, mais comme je suis plutôt analyste et investisseur sur le long terme, je ne paniquerai pas à l'idée que Eneo aille chercher les 9,71 à un moment, mais ce sera pour mieux rebondir et ensuite aller chercher. Je crois qu'il y a une note d'analyse qui est tombée il n'y a pas très longtemps qui expliquait qu'il lui valorisait le cours à 11,19 ou 11,20. Donc voilà, on reste quand même dans des périmètres assez proches avec, je dirais, un potentiel de croissance pas très important, mais en tout cas un potentiel de décroissance qui, moi, à mon sens, n'existe pas réellement en fait. Et alors sur des valeurs moyennes comme celle-ci, il faut rester investi plus longtemps que sur des titres du CAC 40 par exemple? Alors déjà, il y a un problème de liquidité, enfin un problème, il y a un rapport de liquidité. La liquidité, un sujet, voilà exactement. Il y a une problématique de liquidité. La liquidité n'est pas très importante sur ces sociétés, donc ça veut dire que si on rentre au capital, il faut être conscient que bien liquider sa position, ça peut prendre du temps. Ça c'est une première chose. Ceci étant, je crois que les PME sont des sociétés dans lesquelles il est intéressant d'investir sur du long terme, dans la mesure où finalement, je dirais, les origines des investisseurs sont quand même assez françaises. Les investisseurs sont là pour faire, je dirais pas pour faire des coups, mais pour investir, accompagner des dirigeants dans leur stratégie. D'ailleurs, la preuve, c'est que ce sont... Ou de financement, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment ou à un autre, comme on voit 50% à gearing, donc c'est dette sur capitaux propres, 50%, ça me semble assez important. Donc pourquoi pas ensuite réduire ce ratio en ouvrant son capital
capital à de nouveaux investisseurs. Et les nouveaux investisseurs, souvent, sont des fonds d'investissement spécialisés sur les PME, qui ont donc une vraie culture, une vraie connaissance, une vraie compétence dans l'investissement sur ces sociétés. Et donc, finalement, et quand on regarde le parcours boursier de Eneo, c'est une croissance perpétuelle. Mais stratégiquement, je reviens sur ce que vous venez de dire, un gearing, alors que les taux sont au plus bas, un gearing élevé, stratégiquement, c'était plutôt une bonne idée. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans les normes du marché. On est un peu, oui, c'est sûr que ça peut sembler élevé, mais c'est vrai que stratégiquement, effectivement, quand les taux sont aussi bas, c'est intéressant de s'endetter. Il faut regarder effectivement les charges financières de Neo. Alors bon, j'ai pas le rapport qui sera publié ce soir, c'est intéressant, et puis ça me permettra de réajuster, mais je crois que les charges financières sont quand même un peu importante, donc tout ça finalement c'est du bénéfice en moins, et donc voilà, il faut un retour sur equity un peu moins important, donc tout ça il faut faire attention. Mais ceci étant, la stratégie suivie par Eneo, notamment dans ses opérations de croissance externe et de cession d'actifs non stratégiques, eh bien pour moi ça a du sens, ça devrait permettre au cours à moyen terme d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Merci beaucoup Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant.